décision. Alors je vais dire son intitulé, hein, il a un intitulé à rallonge, mais quand on a du pouvoir, on est obligé de donner tout l'intitulé, je ne voudrais quand même pas le vexer. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire, qui a décidé d'interdire cette chanson-là. Donc on pensait que la moindre des choses, en tant qu'anti-impérialiste, en tant qu'anti-militariste, c'est de chanter la chanson de Craon pendant quelques instants, et on va demander à notre camarade Aigua de venir, parce que si moi je le fais, je pense que ça va être très mauvais pour l'anti-impérialisme et la tradition internationaliste. Et on va vous proposer, puisque le papier a été distribué, de le faire avec nous. Voilà, ce sera aussi un petit acte de désobéissance. Allez, on se lève. Merci. On est son petit papier alors. Tout le monde est prêt à chanter? Alors, hop, on va se mettre comme ça là. Au bout de 8 jours, faut terminer. On va reprendre les tranchées. Notre place est si utile. Et sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez. Personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au silo. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-bas en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, nos pauvres remplaçants vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués ferait mieux monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins. Les camarades sont épandus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève.
mais c'est fini, nous les retrouvions, on va se mettre en grève. Ce sera retour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Si vous voulez faire la guerre, payez à votre peau. Dessus, non, Non, ça va, ça va. C'est efficace pour le gouvernement. Et c'est surtout en mémoire C'est la de chanson ceux de qui sont morts Cohn, enfin. dans cette guerre, qui se sont révoltés en cette année 1917 où, à quelques kilomètres de là, une révolution commence elle aussi, puisque en 2017, ce sera aussi notre date, pas que l'élection présidentielle. Ce sera le centenaire de la révolution russe, puisque l'honnêteté nous oblige à vous dire, on est un certain nombre à être communistes révolutionnaires et qu'on fêtera dignement les 100 ans de la révolution russe aussi. Je donne maintenant la parole à notre camarade porte-parole de parti, porte-parole de campagne, Christine Poupin, qui va nous parler aussi de cette offensive réactionnaire à laquelle on est confronté. Vive la révolution! Bonsoir. Bon, en fait, je suis pas si sûre que ça, que c'était une bonne idée cette chanson, parce que d'enchaîner après, c'est presque pire que les jours où il y a un grand vent, si ça vous dit quelque chose. Bon, on va y aller quand même. Donc les camarades l'ont déjà dit avant moi, la mobilisation contre la loi travail, ça n'a pas été une parenthèse, mais en même temps il faut prendre en compte l'ensemble de la situation. Et donc bien avoir en tête que cette mobilisation, elle a eu lieu malgré, elle a eu lieu contre un climat général et une offensive générale extrêmement réactionnaire sur tous les terrains, qu'elle a eu lieu malgré et contre cette offensive-là, mais que malheureusement, elle ne l'a pas annulée. Et il y a eu effectivement cette interdiction du 1er juillet, mais tragiquement, et comme c'était malheureusement prévisible, ça a été de nouveaux attentats qui ont eu lieu, et que ce soit le massacre de Nice le 14 juillet, ou 12 jours plus tard, la prise d'otage et l'assassinat du prêtre de Saint-Étienne du Rouvray, ces deux tragédies-là sont venues nous rappeler brutalement à quel point on vit dans un monde violent, dans un monde inhospitalier, dans un monde inhumain, et oui, c'est vrai, dans un monde effrayant. J'ai envie de dire, parce que j'ai trouvé que c'était eux qui l'avaient le mieux dit, ce que disent nos camarades de l'UJFP, l'Union des Juifs pour la paix, que cette horreur qu'on ressent évidemment tous, à la fois elle nous conforte dans la nécessité de combattre toutes les formes de haine, mais en même temps, et surtout, elle ne doit pas nous empêcher de réfléchir aux moyens d'endiguer cette violence. Alors c'est vrai que là, très concrètement, l'angoisse, elle a encore été augmentée par le fait qu'on pouvait constater qu'il n'y avait pas simplement les tueurs aguerris, entraînés, formés en série, mais que sont venus s'ajouter d'autres tueurs qui n'ont pas ce profil-là, qui peuvent avoir des problèmes psychiatriques ou autres, mais que pour eux aussi, s'inscrire dans le scénario de Daesh, eh ben, ça donne un sens à leur crime. Et donc on n'a pas un type ou un type qui remplace un autre, on a plusieurs types. Et malheureusement, c'est vrai que ces attentats, ils étaient prévisibles, parce que très clairement, absolument rien n'est fait pour faire reculer le terrorisme sous ses différentes formes, bien au contraire. Alors par rapport à ça, on n'a pas de recette magique, mais on doit d'abord se dire qu'il faut arriver à réfléchir collectivement et pas à réagir en meute, ce qu'on voudrait nous amener à faire, qu'il faut faire de la politique, encore plus de politique, plutôt que d'y renoncer. La peur, elle est réelle, et on doit se souvenir que c'est vrai, c'est un peu façon de dire populaire et triviale, mais on dit que la peur est mauvaise conseillère. Et la même sagesse populaire, elle dit aussi que la peur évite pas le danger. Mais c'est bien pire que ça. La peur, quand elle est utilisée, quand elle est manipulée par les gouvernants,
La peur augmente. Le danger, c'est aussi à ça qu'on doit se donner les moyens de répondre collectivement. Alors si on regarde ce qu'a fait le gouvernement, c'est remettre à chaque fois, jour après jour, et quand je dis jour après jour, c'est pas une formule, jour après jour d'en remettre une louche. Le 20 juillet, c'est la reconstitution de la garde nationale, comme ils nous disent, pour assurer la protection des Français. En réalité, c'est venir ajouter à la militarisation de l'espace public qu'on voit déjà avec des flics et des militaires partout, la militarisation pas seulement donc des espaces, mais y compris de nos esprits, et de venir ajouter aux militaires en retraite, à des volontaires civils, à des jeunes recrutés, avec l'objectif de constituer une garde nationale de 200 000 hommes et femmes armés, c'est-à-dire 200 000 personnes de plus portant des armes dans les rues, dans notre espace public, et aussi des gens en plus enrôlés et formés à utiliser ces armes. C'est ça la militarisation. Ça, c'était le 20 juillet. Le 21 juillet, c'est la prolongation de l'état d'urgence. On s'était déjà mangé 4 prolongations de l'état d'urgence de 3 mois. Cette fois, c'est 6 mois. Et donc, ça, on en prend pour jusqu'à janvier 2017. C'est pas que la prolongation de l'état d'urgence, c'est aussi l'aggravation. C'est dans les faits une énième loi antiterroriste, à tel point que Jacques Toubon, qui n'est pas exactement le gauchiste de la bande, mais qui a au moins le mérite de prendre un temps soit peu au sérieux son rôle de défenseur d'État. Là, lui, il parle d'un état d'exception permanent, de nature à fragiliser l'exercice des libertés fondamentales. Donc ça, c'était le 21. Et puis, le 22, Olivier l'a dit, là, c'est carrément, on sort le porte-avions Charles de Gaulle, on sort les Rafales pour intensifier les frappes en Syrie et en Irak. Et donc ça, c'est le 3e étage de la fusée, alors qu'on sait pertinemment que les interventions armées, qui sont toujours menées au nom de la lutte contre le terrorisme, et on sait à quel point, non seulement c'est inefficace, mais qu'en même temps, ça ne fait pas reculer le terrorisme, bien au contraire, comme l'ont montré successivement, et le cas de l'Afghanistan et le cas de l'Irak, pardon. Mais surtout, il faut en permanence le rappeler, ces interventions-là, elles prennent en permanence au piège les populations civiles, et on ne compte plus le nombre d'hôpitaux bombardés, on ne compte plus le nombre de civils tués, parce que la guerre, la réalité de la guerre, c'est ça. Alors, ça c'était les 3... Ça a donc été les 3 mesures immédiates prises par le gouvernement. Mais ça n'empêche pas que tout le reste, ça continue, comme on dit, ça continue comme avant, pire qu'avant, puisque la chasse aux migrants, elle est redoublée, que l'accord conclu entre l'Union européenne et la Turquie achève de faire de l'Union européenne une véritable forteresse complètement cadenassée pour les migrants, pour les réfugiés, pour les demandeurs d'asile qui viennent de Syrie ou qui viennent d'ailleurs. Ça, évidemment, ça n'empêche pas les réfugiés de fuir pour autant, juste ça les conduit à prendre des voies encore plus dangereuses et à encore ajouter des morts aux morts. On sait le nombre faramineux de morts, en particulier en traversant la Méditerranée. Et puis, une fois qu'il y a eu ce passage-là, de passage dangereux, c'est pour être parqué dans des camps de la honte, c'est pour être repoussé derrière des clôtures de barbelés. Une fois arrivé en France, on ne peut pas dire que ce soit mieux, et on l'a vu là encore pendant tout l'été. Ils et elles sont pourchassés en permanence, harcelés, que ce soit à Paris ou que ce soit dans le reste des villes. Et malheureusement, on sait que c'est des politiques qui sont menées par le gouvernement, c'est des politiques qui sont menées par la droite. Malheureusement, les 13 familles roms avec de nombreux enfants qui ont été évacués par la police du bâtiment qu'elle s'occupait à Montreuil viennent nous montrer que cette politique-là n'épargne pas le front de gauche, malheureusement. Et puis, évidemment,
évidemment, tout le contexte, c'est tout ce qui a dit, mais je ne vais pas revenir sur le contexte des violences policières, hein, sur le phénomène absolument de masse et pas du tout exceptionnel des violences policières. Sur les 50 dernières années, c'est 420 personnes qui ont perdu la vie lors d'une intervention des forces de l'ordre. Et quand on dit ça, on ne compte pas ceux qui sont dans des opérations directement intitulées antiterroristes. 420 personnes dans les 50 dernières années. On a vraiment raison de dire, ils nous disent que la police nous protège, mais qui nous protège de la police? Il faudrait rajouter à ça, évidemment, toute la question de la répression revancharde, mais ça, Fadela nous en a parlé tout à l'heure, donc je gagne du temps. Fadela aussi, elle posait la question de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, jusqu'où ils sont capables d'aller. J'ai l'impression qu'on a une toute petite réponse avec ce qui s'est passé ces derniers jours autour de cette affaire dite du Burkini, qui est exactement le type même de comment créer de toutes pièces un problème. C'est-à-dire qu'il a suffi qu'il y ait quelques maires qui n'ont jamais vu un burkini de leur vie, qui décident de prendre des arrêtés pour interdire le port du burkini sur leur plage, pour que Valls, immédiatement, toujours prêt, lui, se précipite derrière pour dire à quel point il les comprend, puisque dans un moment de tension, ils ont le réflexe de chercher des solutions, d'éviter des troubles à l'ordre public. Non seulement il les comprend, parce que Olivier fait beaucoup de mal de Valls, mais il exagère, en même temps il les soutient, puisque en fait il comprend bien qu'ils ne sont motivés, que je lis parce que c'est trop bien, qu'ils sont motivés par la volonté d'encourager le vivre ensemble, sans arrière-pensée politique. Quand même, à la question jusqu'où sont-ils capables d'aller, et bien jusque-là. Voilà. Alors, quand même, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est l'ordonnance du juge des référés, puisqu'il avait été saisi contre ces arrêtés, qui lui, carrément, il mange le morceau, il n'y a pas besoin de se faire élire, etc. Donc il mange le morceau et il explique directement le contexte politique. En fait, le droit, il n'en a rien à foutre, ce qui compte. C'est le contexte politique, puisqu'il dit dans un contexte d'état d'urgence et des récents attentats islamistes survenus, notamment à Nice il y a un mois, le port d'une tenue vestimentaire distinctive, autre que celle d'une tenue habituelle de bain, peut en effet être interprété comme n'étant pas dans ce contexte un simple signe de religiosité. Alors ça ne suffisait pas, parce que derrière il y a le directeur général des services de la ville de Cannes qui lui dit carrément il faut prohiber les tenues ostentatoires qui font référence à une allégeance à des mouvements terroristes qui nous font la guerre. Voilà. Alors quand on entend des choses comme ça, évidemment, le premier réflexe pour tous ceux et celles qui sont un tout petit peu attachés à l'idée des libertés individuelles et collectives, c'est d'exiger évidemment le retrait de ces arrêtés, et surtout, franchement, des arrêtés comme ça, c'est une incitation à la désobéissance pour tous ceux et celles pour qui le mot liberté a un tant soit peu de sens. Et alors, comment plus ils disent de rien, et qu'au bout d'un moment, on en a quand même un peu marre que ce soit toujours le corps des femmes qui soit instrumentalisé. On a, c'est vrai, envie d'une désobéissance, mais qui soit une désobéissance collective, une désobéissance insolente, qui permette à la fois de refuser ce qu'il faut appeler de l'islamophobie, de refuser cette hypocrisie, et en même temps de défendre, nous, vraiment, le droit des femmes à disposer librement de leur corps contre tous ceux qui veulent les forcer, les ont à se couvrir et les ont à se couvrir. Le problème, c'est que tout ça, ça a des conséquences, que l'islamophobie est bien présentée qu'elle tue. En 2015, les actes anti-musulmans recensés ont plus que triplé. Et pourtant, il y a un
mec qui est chargé de s'occuper de ça. Vous en avez sûrement entendu parler, il revient de loin. Jean-Pierre Chevènement, qui doit donc prendre la tête de la Fondation pour l'Islam de France. Eh bien, à qui conseille-t-il la discrétion dans l'espace public dans ces périodes difficiles? Je vous le demande. Bon. Alors, il faut essayer de regarder un petit peu plus loin et avoir la conviction que ce racisme, cette islamophobie ont une fonction. Il s'agit en fait de fabriquer un autre, de fabriquer un étranger, si possible dangereux, le plus dangereux possible, un ennemi intérieur contre lequel tous les coups sont permis, contre lequel on va construire une unité nationale, contre lequel on va pouvoir écraser tous les conflits, contre lequel on va pouvoir justifier toutes les régressions démocratiques. Et c'est ça la fonction profonde de ces campagnes-là, aussi ridicules et dérisoires qu'elles. Je voudrais juste compléter ça, même si ça peut paraître anecdotique en citant deux choses. Vous regardez sans doute pas M6, moi non plus. Il y a un machin qui s'appelle Rue des Allocs. Une saloperie sans nom qui s'appelle Rue des Allocs. Et puis il y a eu un autre truc qui est une saloperie sans nom qui s'est passé cet été, qui a été le refus par le tribunal d'application des peines de la libération anticipée de Jacqueline Sauvage. Je vous dirais, quel est le rapport? Quel est le rapport? Eh bien, dans les deux cas, plus question des inégalités, qu'elles soient de classe ou de genre. Plus question d'oppression, plus question d'exploitation. Chaque individu, en fait, est responsable de sa vie, de son sort, des violences qu'il ou elle subit, de l'exclusion qu'il ou elle subisse. Ça, c'est la quintessence du cauchemar néolibéral, et c'est contre tout ça qu'on a envie de se battre. Alors pour finir, parce que tout ça c'était quand même un peu bonbon, je voudrais... En général, c'est Olivier qui fait le coup de la bonne et la mauvaise nouvelle. Moi, je vais garder les bonnes pour la fin, quoique. Si, dans ce contexte, il ne faut pas bouder son plaisir quand on arrive à enregistrer une victoire. Et oui, à Bure, on a enregistré une victoire. Contre le projet Cigéo, contre donc l'enfouissement des déchets et contre le nucléaire. Une victoire qui est intéressante aussi pour nous, d'abord parce que c'est une victoire et qu'on n'en a pas tant. Mais parce que c'est la combinaison à la fois d'actions juridiques, puisqu'on a réussi à faire suspendre les travaux, annuler l'arrêté municipal qui autorisait la construction d'un mur, mais c'est la combinaison de ça et en même temps de mobilisation de terrain, d'occupation, avec un aboutissement particulièrement jouissif dans leur intérêt, le démontage au sens propre du mur qui avait été installé illégalement par Cigéo. Et je vous dis juste un des slogans qui était bombé là-dessus, qui dit « Votre mur, nous l'abattrons, nous sommes un mouvement de masse », avec un masse au pluriel, comme les masses qui permettent de faire tomber les murs. Voilà ce qu'on a envie de faire systématiquement tout de suite ensemble. Et sinon, pour terminer, je voulais revenir sur Notre-Dame-des-Landes, parce que cette année encore, le rassemblement à Notre-Dame-des-Landes a été un succès, mais parce que aussi, il faut insister sur ce qui se joue à Notre-Dame-des-Landes. Ce qui se joue à Notre-Dame-des-Landes, c'est évidemment pas seulement cette question d'aéroport. C'est réellement, et dans ce cas-là, c'est vraiment pas une formule, leur monde contre notre monde, le choix de société. Et ce qui s'est construit dans cette lutte-là, c'est des trop rares exemples d'alternatives réellement existantes qu'on peut opposer à la violence, à la dictature néolibérale, productiviste et répressive. C'est ça qui donne tant d'importance à ce qui se jouera dans le bocage, et c'est ça qu'il faudra, toutes et tous ensemble, défendre, et je ne doute pas un seul instant que toutes et tous nous répondrons présents à ce moment-là.